3 heures, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'être pédagogue. C'est autant un challenge, c'est un challenge ça aussi. On va aller tout doucement. J'espère que ça va vous chatouiller le cerveau. Et donc prenez des notes parce que, pas que ce soit compliqué, mais pour pas se mélanger en fait les différents concepts. Un petit peu de pub pour cet après-midi. J'en ai déjà parlé. Donc je me présente, moi je suis Nicolas Romanetti, je travaille pour la société Jaxio.com, une société que j'ai cofondée avec mon associé Florent, qui sera présent au hands-on de cet après-midi. J'ai passé 5 ans de ma vie aux États-Unis à travailler là-bas, je suis revenu il y a quelques années, et j'oscille maintenant entre Paris et Ajaccio. Et ça c'est la vue que j'ai quand j'écris à la presse. Et vous pouvez me suivre sur Twitter. Alors quelle est ma légitimité ? J'ai découvert ma Cassandra il y a un peu plus d'1 an lors d'un concours informatique organisé par Octo, où il fallait faire une application qui scale le plus possible, qui supporte 1 milliard d'utilisateurs en base. Et donc l'équipe avait choisi Cassandra pour ça. Et ça m'a donné envie de continuer. On est arrivé 2e au challenge. Et moi j'ai adoré cette expérience, j'ai adoré Cassandra, la technologie. Et puis par la suite on m'a demandé de faire des présentations sur Cassandra, parce que comme j'avais un peu pratiqué, c'est ce que j'ai fait. Puis en préparant ces présentations, j'ai appris de nouvelles choses. Après on m'a demandé de faire des formations, c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai encore appris des nouvelles choses. Et puis j'ai postulé pour Devox, et ça m'a aussi permis d'apprendre de nouvelles choses. On apprend toujours, hein. Donc je prétends pas tout connaître, mais heureusement on a un des committeurs dans la salle, s'il y a des questions trop trapues, il pourra répondre. Voilà. Alors un peu de mythologie grecque. Cassandre, c'était la fille du roi de Priam, le roi Priam, le roi de Troie, et elle était connue pour être très très belle. Alors je me suis dit mais pourquoi ils ont choisi ce nom Cassandra ? J'ai essayé de me renseigner, j'ai pas réussi à savoir. Et donc j'ai fait ma petite histoire. Je pense qu'elle était très belle, et ce que vous allez voir, c'est que l'architecture de Cassandra est très très belle. C'est un très très beau système. Et moi j'adore. Elle était libre aussi. Elle avait Apollon lui avait donné un don de prophétie dès sa plus tendre enfance, en espérant qu'en échange, elle l'épouserait. Mais elle n'a pas voulu l'épouser. Elle était un peu rebelle, elle voulait vivre sa vie comme un homme en fait. Elle était vraiment libre. Et Cassandra est open source, vous le savez. Et puis l'autre truc, c'est on dit ah oui, Cassandre prévoyait que des malheurs, bien sûr. Mais elle avait raison. Voilà. Et ce que je me dis, c'est que quand on fait le choix de Cassandra, évidemment, il faut que ça colle bien, c'est qu'on a forcément raison. Voilà. Ça, c'est mon interprétation. Donc Cassandra, on va plus mélanger. C'est une base de données NoSQL. On va voir ce que ça veut dire. Mais au final, c'est juste une base de données qui permet de stocker des données structurées. Et c'est une base de données qui est distribuées. C'est-à-dire on peut en mettre plein, elles vont communiquer entre elles, et tout se passera bien. Ensuite, c'est une base de données qui va pouvoir scaler horizontalement. Vous allez rajouter des nœuds, un nœud c'est un serveur, et vous allez pouvoir agrandir votre système, supporter de plus en plus de données, d'utilisateurs. Et une des singularités de Cassandra par rapport à d'autres concurrents, alors je ne vais pas parler de la concurrence parce que, pas trop, on va dire quasiment pas, parce que je ne connais pas bien la concurrence en fait. Mais une des singularités, c'est qu'en fait c'est un système complètement symétrique. C'est-à-dire il n'y a pas de maître-esclave, tous les serveurs ont exactement le même rôle, ils sont tous pareils. Et c'est ça aussi qui est assez incroyable. Un autre truc sympa, donc les concepteurs de Cassandra, ils ont fait Cassandra pour résister aux pannes. C'est-à-dire ils se sont dit, en fait, les pannes font partie de la vie normale d'un système. On ne traite pas une panne comme étant une exception, c'est juste quelque chose de normal. Donc en fait, on prévoit ça dès le départ. À tel point que, par exemple, il n'y a pas de bouton pour éteindre Cassandra. Vous pouvez éteindre Cassandra, c'est kill-9, ça marche très bien. Et voilà. C'est vraiment conçu pour ça. Ça a été aussi conçu, Cassandra, en réponse à des vrais besoins. C'est pas sorti, on va dire, de la tête de scientifiques dans des labos. C'est vraiment des besoins terrain. Alors ça a été créé à Facebook, on verra l'historique après. Mais pour répondre à des problématiques que vous devez imaginer chez Facebook, des problèmes de scalabilité énormes qu'on ne pouvait pas résoudre avec des bases de données traditionnelles.
D'ailleurs, les bases de données traditionnelles, dès que vous essayez de les faire scaler, vous êtes obligé de renoncer à certaines des fonctionnalités qu'elles proposent. Par exemple, vous avez des queries un petit peu compliquées, ça va marcher avec peu de données, mais dès que vous allez avoir énormément de données, vos joins vont commencer à ramer. Donc il va falloir optimiser, il va falloir dénormaliser. Vous allez, à chaque étape, chaque fois que vous allez faire une optimisation, vous allez vous retrouver face à un nouveau mur et vous allez devoir renoncer à certaines choses. Dès que vous mettez, par exemple, à avoir plusieurs serveurs, vous allez avoir la problématique de la réplication. Il va falloir refaire vos index, etc. Les transactions distribuées, ça va être compliqué aussi. Et donc à la fin, au final, les gens de Facebook ou d'autres sociétés se disent de toute façon, on ne pourra pas faire tout ça. Donc autant faire simple dès le départ et viser grand dès le départ. Et donc renoncer à pas mal de choses. Quelque chose qui résume un petit peu, on va dire, la philosophie aussi derrière Cassandra, c'est une phrase qu'on m'a dite la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est que ça a été conçu pour que les administrateurs dorment la nuit. Voilà. Vous pouvez rentrer chez vous, vous savez que même s'il y a un problème, vous ne serez pas réveillé, vous reviendrez le lendemain matin, peut-être que vous apercevrez qu'il y a un problème, peut-être pas, parce que Cassandra va vraiment bien se comporter. Et ça, je pense que c'est plutôt sympa. Et cerise sur le gâteau, Cassandra, ça s'installe, c'est piece of cake pour l'installer. Vous téléchargez le pointard, vous détarrez sur votre machine, il y a 1 ou 2 petites confs à mettre, vous démarrez Cassandra et ça marche. Et je rappelle, c'est symétrique, donc il n'y a pas besoin d'installer d'autres nœuds spécialisés. Vous pouvez déjà démarrer sur une seule machine et ça marchera. Ce qu'on va faire cet après-midi, et on a déjà fait une répète, ça ne pose pas de soucis aux gens. D'un point de vue historique, Cassandra, c'est en fait, on va dire, la synthèse de différentes technos qui ont vu le jour à la fois chez Google et chez Amazon. Et ces technos, elles-mêmes sont basées sur des recherches académiques, certaines. On en verra certaines. Ça a commencé chez Google avec Bigtable. On va dire, ils se sont inspirés de Bigtable pour les structures de données. Et puis pour tout ce qui est réplication et le reste, on verra, ils se sont inspirés d'Amazon. En fait, celui qui a créé Cassandra, je crois que c'est quelqu'un qui venait d'Amazon. 2-3 personnes qui venaient d'Amazon. Donc ça a été créé chez Facebook. Puis ensuite, ils ont donné Cassandra à la fondation Apache. Et aujourd'hui, les principaux contributeurs à Cassandra viennent d'une société qui s'appelle DataStax, qui a fait qui fait d'énormes efforts de documentation depuis l'année dernière, par exemple. Moi, j'ai vu leur doc, ça a été multiplié par 10, et c'est super bien écrit, super bien expliqué. Et pour ça, je leur dis merci. Voilà. Alors souvent, on nous pose la question, mais est-ce que Cassandra est encore utilisé par Facebook? Et malheureusement, on a l'impression que non. Ils ont abandonné Cassandra au profit de HBase. Et on ne connaît pas vraiment les raisons. C'est probablement des raisons humaines qui font. C'est probablement une équipe qui connaissait déjà bien HBase, qui a dit voilà, on l'utilise déjà par ailleurs, on va garder ça. Mais c'est pas parce que Cassandra c'est pas bien, c'est juste que peut-être des histoires de turnover, je sais pas trop. C'est utilisé par Netflix. Je sais pas, qui connaît Netflix? Un bon tiers. Netflix, aux États-Unis, il représente 40% ou 30% du trafic Internet. C'est une société qui propose de la VOD. Alors évidemment, on ne stocke pas les vidéos dans Cassandra, mais ils stockent pas mal de choses et ça marche bien pour eux. Et Twitter l'utilise aussi pour les logs, je crois. Pas pour leur timeline à Twitter, mais pour les logs. Voilà. Donc là, maintenant, on va attaquer vraiment le sujet qui nous intéresse, la partie technique, on va dire. Et donc, je vais vous demander de faire attention au vocabulaire. On va aller doucement. Mais ça va peut-être changer pour vous. Le data model, la version courte, ça c'est mon associé qui m'a dit ça, il m'a dit « Ah mais j'ai tout compris le jour où on m'a dit que c'était une map de map. » Voilà. Donc si ça peut vous aider à comprendre la suite, tant mieux. Une map distribuée de map. Et la version un peu plus longue, on va démarrer par l'élément, la brique élémentaire du data model Cassandra. Ça s'appelle une colonne. C'est juste un nom, une valeur et un timestamp. D'accord ? Le nom,
ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est inférieur à 64 kilooctets. La valeur, ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est inférieur à 2 gigas. Et le timestamp, c'est l'instant à laquelle vous avez créé cette colonne. D'accord ? En pratique, on ne va pas mettre 2 gigas dans une colonne et on ne va pas prendre des noms qui font 64 kilos. C'est juste les limites du système. Et on appelle ça une colonne. Moi, j'aurais pas appelé ça une colonne. J'aurais appelé ça, je sais pas. Mais colonne, c'est ça qui perturbe les gens. Et ces colonnes, on va les regrouper en ce qu'on appelle des rows. Une row, c'est une ligne. Et une row va être identifiée par sa clé. Dans une row, on a une clé et puis un ensemble de colonnes. On peut en avoir autant qu'on veut. D'accord ? Voici un exemple. La row key, là c'est un email. On retrouve nos colonnes avec différents noms et différentes valeurs. C'est bien mémoriser ça. Row key, name. Quand je parle de name, c'est de column name et de value, c'est de column value. Voilà une deuxième row. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la deuxième row n'a pas forcément les mêmes colonnes. D'accord ? En fait, Cassandra n'impose pas de schéma prédéterminé. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes complètement libre. D'accord ? Dans cette première row, on voit qu'on a un téléphone fixe qui n'est pas présent dans la deuxième row. D'accord ? Ce qu'on peut noter, alors, il n'y a pas de contrainte de schéma, mais vous allez pouvoir quand même mettre des mini-contraintes sur les types des valeurs que vous utilisez. Par exemple, pour le nom des colonnes, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle un comparator. Alors ce comparator, il va jouer également le rôle de validator pour le type du nom. Mais il va servir aussi à trier les colonnes dans l'ordre du comparator. Donc là, par exemple, je les ai triées par ordre alphabétique, les colonnes. C'est pas par hasard, c'est que Cassandra va vraiment les trier en fonction du type de données. Le type, ça peut être, pour le nom de la colonne, ça peut être une date, ça peut être une string, ça peut être juste des bytes. C'est un peu ce que vous spécifiez. Et puis pour la valeur, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des validators. Alors le validator, il est juste là pour dire si l'utilisateur crée une colonne qui s'appelle comme ça, alors il faut appliquer un validator sur la valeur de cette colonne. Ça ne veut pas dire il faut que la colonne soit présente. D'accord ? C'est juste en plus, il n'y a rien d'obligatoire. Alors toutes ces colonnes, toutes ces rows, on va, pour des raisons techniques, les regrouper dans ce qu'on appelle des colonnes family. Une colonne family, ça pourrait être, si on voulait comparer au monde relationnel, on va dire l'équivalent d'une table. En fait, la colonne family, elle est là juste pour qu'on lui donne un nom, ce qui permet ensuite, on voit sur l'écran, de référencer une clé par rapport à un nom, et puis aussi pour partager des éléments de configuration, essentiellement. Donc je répète à nouveau le vocabulaire, il y a un truc nouveau, c'est colonne family. Alors je ne vais pas aller plus loin dans le data model. Les colonnes family sont regroupées dans des key space. Okay, et les key space appartiennent au cluster. Le key space, c'est pareil. On regroupe des colonnes family dans un key space pour partager certains éléments de configuration. Mais je vais essayer de ne pas vous embrouiller avec ça. On va passer à la suite. Alors on va passer en revue quelques patterns de modélisation. Je ne sais plus d'où venait la question tout à l'heure. C'était là. Donc voilà quelques patterns. Premier pattern, premier constat, on va dire, c'est que le nom de la colonne peut porter une valeur. Ça, c'est une des grosses différences avec le monde SQL. C'est que le nom est libre, rien ne vous empêche de mettre dans ce nom une valeur directement. Donc là, par exemple, cette colonne, cette row, va identifier, correspond à un vol. Alors c'est un vol, le vol, ce serait le nom de la colonne family ici. La clé, c'est le numéro du vol. Donc c'est le vol Ajaccio-Paris, je crois, du 6 janvier 2012. Et donc le nom des colonnes, c'est juste des instants dans le temps. À 6h55, on décolle face à la mer. À 7h, on survole une plage magnifique. À 7h20, on survole Cannes, etc. Voilà.
En fait, ce qu'on voit, c'est que Cassandra permet comme ça de stocker des données qui sont des données temporelles. C'est beaucoup utilisé pour ça, en fait. On appelle ça les time series. Voilà. Donc le nom peut être une valeur. Ensuite, quand vous venez du monde relationnel, vous avez envie d'avoir des liens. Alors il n'y a pas de lien à proprement parler dans Cassandra, mais si vous voulez créer vous-même des liens, vous pouvez. Pour cela, il suffit par exemple que la valeur d'une colonne soit simplement la clé d'une row. Ça peut même être le nom de votre colonne qui est la clé d'une row. Mais ça, c'est à vous de maintenir ça manuellement. Il n'y aura pas de foreign key dans Cassandra, il n'y a pas tout ça. Une autre pattern, alors là il y a deux patterns en une. Première pattern, c'est de ne pas avoir de valeur. Puisque le nom de la colonne peut porter la valeur, parfois il arrive qu'on ait, voilà, ça suffit, pas besoin de mettre de valeur. Alors pour des raisons de performance, on n'en met pas. On va avoir nos colonnes ordonnées comme on veut. Et donc deuxième pattern, c'est d'avoir des noms de colonnes composites. C'est-à-dire on va apporter deux valeurs dans une même colonne, dans le même nom de colonne. Ça, en fait, cette pattern, on l'a utilisée sur le concours informatique. On nous demandait de sortir les top scores pour tous les utilisateurs qui participaient, enfin, tous les utilisateurs simulés sur notre système. Donc on avait décidé d'adopter à peu près ce format, qui était le score padé sur 3 caractères, suivi du username qui a eu ce score. Et ça nous permettait d'avoir un tri extrêmement rapide, un tri distribué en fait. Et on n'avait rien à faire et on récupérait nos top scores facilement. Donc pas de valeur. Alors, il y a aussi, on a vu la row qui contient des colonnes. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une super colonne. En fait, une super colonne, c'est une colonne de colonnes. Alors j'en parle que là, je ne vais pas en reparler parce que c'est un truc qui est, pour des raisons techniques, et pas forcément trop utilisé. J'ai entendu dire que peut-être ils allaient le supprimer ou le refaire en plus. Donc, juste savoir que ça existe. On peut s'en passer en fait. Une autre pattern que j'aime bien, c'est le fourre-tout. C'est finalement, vous avez le super colonne qui est bien organisé, mais la pattern fourre-tout, vous mettez ce que vous voulez dans vos valeurs, dans votre valeur. Vous pouvez mettre du XML, du JSON, ce que vous voulez, du CSV. Vous pouvez avoir à l'intérieur plusieurs valeurs. Si c'est votre fiche client, par exemple, vous mettez tout à plat dans la valeur. En anglais, je ne sais pas comment on dit. Un besoin aussi enfin des questions que j'ai eues pendant les formations, c'était oui, comment on fait pour stocker des vidéos ou des gros fichiers. Alors là, on touche une limitation de Cassandra, c'est que les valeurs doivent transiter à la fois sur le réseau via on verra un protocole qui s'appelle Thrift, mais aussi ils vont transiter complètement en mémoire. Donc en fait, avec Cassandra, aujourd'hui, il n'y a pas de streaming. Donc vous ne pouvez pas vous dire on va stocker une valeur qui fait 1 giga ou 2 gigas parce que tout va se retrouver forcément en mémoire. Ça ne marchera pas bien. Donc en fait, la pattern, c'est de découper ce fichier manuellement et à vous de simuler ce streaming. Il y en a qui le font, il n'y a rien de très compliqué. Peut-être que dans des versions futures, il y aura une API fournie par Cassandra pour faire ça, donc carrément du streaming. Voilà. Pour l'instant, on n'a vu que 2 types de colonnes, la colonne normale et la super colonne. Il y a d'autres colonnes qui sont bâties sur la colonne normale. La première, c'est la colonne expirante. C'est juste une colonne avec un TTL, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire, voilà, tu vas durer 1 mois, 6 mois, et au bout de ce temps-là, tu peux disparaître. Ça peut être pratique, par exemple, pour des logs. Vous savez, il y a des contraintes, il y a des lois qui obligent les opérateurs, par exemple, à garder des logs pendant 3 ans. On pourrait imaginer mettre un TTL de 3 ans, et au bout de 3 ans, hop, le log va disparaître. Ou peut-être pour des sessions web ou ce genre de choses. C'est aussi utilisé en interne dans Cassandra. Il y a une colonne particulière, alors vraiment très particulière, qui permet d'implémenter des compteurs distribués. C'est une fonctionnalité qui date de moins d'1 an, je crois.
Donc, un compteur distribué, vous allez pouvoir juste incrémenter ce compteur, plus 50, plus 1, moins 10. Donc là, j'ai donné un petit exemple, ça peut être pour compter le nombre de fois que quelqu'un clique sur j'aime, par exemple sur Facebook. Vous pourriez utiliser un compteur distribué pour ça. On ne va pas en reparler après de ça. Et une colonne un peu bizarre, ce qu'on appelle la tombstone. En fait, dans Cassandra, quand vous effacez une donnée, quand vous voulez supprimer une donnée, vous n'allez pas chercher la colonne et vous la supprimez. Ce que vous faites, c'est vous allez créer une nouvelle colonne qui s'appelle tombstone. Et cette colonne, elle a aussi un timestamp. Et c'est ce timestamp, on verra tout à l'heure, qui fera foi. Parce que quand on ira chercher la colonne qui correspond à ce qu'on demande, on verra qu'il y a plusieurs versions de cette colonne qui existent, dont une tombstone qui est plus récente, donc ça veut dire que la valeur a été supprimée. Alors je vois que tu as un compteur qui apparaît. Voilà. Ça termine à peu près la partie sur la modélisation. Alors pour pas aller trop vite, et puis pour vous laisser le temps de digérer, je me dis que c'est le bon moment pour peut-être poser des questions, si vous en avez. Ouais. C'est comment c'est traité par la suite? C'est une chaîne de caractères et on prend la première partie. Alors comment traite-t-on les colonnes qui n'ont pas de value? Comment ça se passe? Le fait de l'absence de la value, c'est juste le nom de la colonne qui inclut deux paramètres en même temps. D'accord. En fait, c'est à toi manuellement de récupérer cette valeur et puis de faire ton petit split, ton petit traitement, ouais. Alors, ça va devenir on va dire un standard, ce sera probablement configurable. C'est peut-être déjà fait, on appelle ça les composite names, ce qui va permettre par exemple sur la partie gauche d'avoir de spécifier un certain type. Par exemple, on va dire, dans notre cas, c'était un entier, on pourrait dire bah voilà un entier, et puis la partie droite, ça va être une string, par exemple. Donc on pourra, donc du coup ce séparateur aura vraiment une signification pour Cassandra. Alors attends, pardon. Alors, il y a différentes. Alors, est-ce que ça supporte UTF-8? C'est ça la question. D'accord. Alors oui, pas de problème. Au niveau des noms des colonnes ou au niveau des valeurs, on spécifie ça quand on crée la colonne family. On va dire voilà, le type le nom ce sera UTF-8 ou ce sera ASCII si on veut pas justement tous les caractères. Voilà, c'est un petit peu comme en Java. Les types, on va retrouver un peu différents. Ah d'accord. Alors, lors d'une upgrade Cassandra, tu t'es rendu compte que il fallait faire un traitement particulier pour UTF-8. Alors c'était au niveau de la console, j'imagine, Cassandra, c'est ça? Oui, alors la console Cassandra, oui, après, moi par exemple, c'est la console que j'utilise ne prend même pas les caractères UTF-8. Donc quand je fais des démos, je suis par exemple que en ASCII. Voilà, donc je pense que c'était propre à la console certainement. Alors au niveau des liens, est-ce qu'on peut mettre des liens vers d'autres colonnes ou uniquement vers des rows? En fait, vous faites ce que vous voulez. Le lien, ça pourrait très bien être une valeur qui indique le chemin complet vers une autre colonne. Il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de ça. Alors, pardon, après. Est-ce que l'intégration d'applet directement dans Cassandra serait sur la roadmap? Alors l'intégration d'applet, est-ce que l'intégration d'applet dans Cassandra est sur la roadmap? Alors par applet, j'imagine que tu veux dire peut-être plugin. Sous-programme ou sous-outil. Par exemple, pour reprendre la question des liens, au lieu qu'elle soit gérée
manuellement, la faire gérer automatiquement par une applet, mais directement à l'intérieur. Alors, dans Cassandra, vous pouvez créer par exemple vos propres validators. Vous pouvez créer aussi des comparators. Ça, vous pouvez. Donc, il y a quelques éléments qui sont pluggables. On verra aussi qu'il y a des stratégies qui peuvent être pluggées. Après, le code source est ouvert. C'est pas mal fait. On peut aussi apporter des choses. Il n'y aurait pas un plugin pour faire une procédure stockée? Pour faire une procédure stockée. Non. Alors après, non. En revanche, ce qui se passe, c'est que Cassandra, si c'est pour faire des traitements de masse de données, après, il y a des produits commerciaux qui existent et qui peuvent venir traiter des données. Et DataStax en commercialise, par exemple. Donc, pour faire ensuite tous les trucs style Hadoop. Voilà. Alors. Si on veut garder un historique des valeurs, est-ce qu'il faut le faire à la main ou est-ce que c'est géré? Alors on verra ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement on a tout pour le faire, comme je vous ai donné un peu une vision sur la suite, on ne va pas effacer la donnée quand on l'efface. En fait, quand on la met à jour, c'est la même chose. On va créer une nouvelle colonne. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un historique? En théorie, on pourrait. Dans l'implémentation de Cassandra, c'est pas prévu. Ils l'ont pas. Peut-être qu'un jour ils l'auront, mais je pense que ce serait assez compliqué à faire. Si on va faire des relations one-to-many, par exemple, sur les colonnes, quand tu nous montrais l'exemple, Oui. du coup, ce ne sera pas une référence, mais on mettra un séparateur. Alors, pour faire des relations one-to-many, comment on fait en fait pour faire une relation one-to-many? En fait, tu vas créer tu vas créer une row. Par exemple, imaginons que tu es un item A, voilà, et puis tu as plein d'items B qui pointent vers l'item A, c'est ça? D'accord? Et ben tu vas créer une colonne family qui sera ma relation one-to-many, d'accord? Qui sera indexée, la clé, ce sera la clé de ton item A, tu prendras peut-être la même clé ou une référence vers ton item A, et la liste, ce sera des pointeurs, enfin des clés vers l'item B. Ça va être à toi de faire finalement cette table intermédiaire, cette row intermédiaire. Ah, il y a beaucoup de questions. Tant mieux. Alors on va essayer de... Alors en fait, l'équivalent de la primary key à peu près, c'est la row key en fait. La row key, je ne l'ai pas dit, merci pour ta question, c'est vraiment unique. C'est ce qui fait, au sein d'une même colonne family, la row key va être unique. En revanche, si on s'amuse à réécrire, on ne va pas nous dire « Ah, ça existe déjà », il va juste remplacer en fait, hein, ou il va ajouter une colonne. Alors, il y avait une question derrière, pardon. Qui a le micro? On va donner priorité au micro. Merci. Vous pourriez juste revenir sur les suppressions des données? Vous avez dit qu'en fait, on les supprimait jamais vraiment de Cassandra. On va en parler après. D'accord. En fait, ouais, je ne vais pas trop anticiper, mais on verra après exactement comment ça se passe et pourquoi on les supprime pas tout de suite aussi. On explique tout ça après. J'avais une question sur la partie indexation. Est-ce que toutes les colonnes, les valeurs des colonnes sont automatiquement indexées? Ça aussi, on va voir ça tout de suite. Il y a de l'index. Dès que je commence à avoir trop de questions, ou on va voir après, on arrête les questions. Une dernière peut-être? Allez, deux dernières. Par modélisation, pourquoi faire en fait plusieurs colonnes family si finalement on peut mettre ce qu'on veut dans les rows et ce qu'on veut dans les colonnes? Alors pourquoi peut-on faire plusieurs colonnes family alors que finalement on peut mettre ce qu'on veut partout? C'est une bonne question. C'est parce qu'en général on a envie quand même de grouper certaines données de manière logique. Par exemple, on a la colonne family user. On sait que la clé de cette colonne family sera par convention un email. Donc c'est une façon de dire, voilà, on regroupe de manière logique. Après, ce qu'on verra, ça permet aussi de définir quand même le comparator ou le validator, la colonne family. Donc il y a quand même des points de configuration communs, et donc c'est pour ça qu'on les sépare. Donc voilà. Allez, les deux dernières. Il y en avait une derrière qui attendait.
Ah, J'avais une question donc à propos des compteurs distribués. Est-ce Oui. que l'opération d'incrémentation est atomique? oui, oui, oui. Alors c'est là-dessus, oui, ils ont beaucoup travaillé, il me semble. Et alors tout n'est pas atomique dans Cassandra. On verra ça aussi, mais pour les compteurs distribués, il me semble que ça l'est. Sylvain me confirme, ça l'est bien. Donc, ce que j'ai compris, on définit un modèle a priori, on fait une modélisation a priori, j'imagine dans un fichier de configuration. On lance en prod, on fait tourner les données. Que se passe-t-il si j'ai besoin de rajouter une nouvelle colonne en cours de route, ou en supprimer une d'ailleurs? D'accord. Alors en fait, bon, les colonnes, c'est une fois que le système est en prod, l'idée c'est on ajoute, on retire des colonnes. Donc ça, on fait ce qu'on veut. La question c'était peut-être plus, est-ce qu'on peut rajouter une colonne family, c'est ça? Oui, il n'y a pas de souci. Effectivement, votre schéma peut évoluer alors que vous êtes en prod. Il n'y a pas de contrainte à ça. C'est aussi un des avantages. C'est une très bonne question, ouais. J'aurais pu en parler. Voilà. Alors, on va continuer. Merci pour ces questions. Tout le monde suit pour l'instant? Cool. On va parler des queries. Et vous allez voir, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Attention au vocabulaire. Dans la terminologie de Cassandra, vous avez vu, il y a deux types de rows. Il y a les rows dans lesquels on va stocker énormément de données. Vous avez peut-être deviné, ça va être notamment par exemple les time series, où on stocke des données temporelles, par exemple des logs. Donc pour une ligne, vous allez stocker plein de logs. Le nom de la colonne, ça va être une date, et puis vous allez avoir des valeurs. Vous pouvez avoir 1 million, 2 millions, 10 millions de colonnes dans cette row. Ce genre de row, on appelle ça des wide rows. D'accord ? C'est juste, voilà, c'est large, des grandes rows. Et puis, les petites rows dans lesquelles on va stocker des données de référence, ou des données style utilisateur, fiche client. Par exemple, la row utilisateur, elle va avoir, je sais pas moi, une cinquantaine de rows. Le SSID de l'utilisateur s'il a vécu aux États-Unis, son email, son fax, etc. Mais ça ne va pas chercher loin. On appelle ça des skinny rows. D'accord ? Alors sur les skinny rows, les queries, elles sont relativement simples. C'est get. En gros, vous allez faire un get de la valeur que vous cherchez. Donc le premier get va vous ramener par exemple get user toto first name, va vous ramener juste la valeur d'une colonne. Toto ici ce serait la row key et first name c'est le column name. Vous pouvez récupérer une autre colonne comme ça. Vous pouvez faire get user toto et vous allez récupérer toutes vos colonnes. Rien de très compliqué. Là j'ai pris la syntaxe de la console Cassandra. Je fais pas de SQL ou d'autres choses en Java. Et sur les wide rows, en fait, ce qu'on fait, c'est on fait des requêtes qui s'appellent on va récupérer des tranches de colonnes. C'est-à-dire que vous allez dire à votre client Cassandra, ben voilà, moi je veux récupérer toutes les colonnes qui sont comprises entre telle et telle colonne. Ou alors récupérer toutes les colonnes à partir de cette colonne-là, je veux en récupérer 50. D'accord ? Donc vous récupérez des slices. Je vous rappelle que le comparator qu'on peut définir sur une colonne family va nous donner l'ordre par défaut des colonnes. Quand vous faites votre requête, vous allez pouvoir dire ben voilà, je le veux dans l'ordre normal ou alors je le veux dans l'ordre inverse. Pour faire de la pagination, vous allez choisir l'ordre de départ. Vous allez commencer avec la première colonne, vous allez lui dire je veux les 50 et puis après vous allez lui dire ben voilà, je veux les 50 suivantes à partir de la dernière que je venais de récupérer, etc. Donc vous voyez, c'est assez basique. Mais ça a quand même des implications tout ça. Alors avant de voir les implications, je vais juste vous parler rapidement on m'a posé une question tout à l'heure sur l'indexation des valeurs. Donc oui, dans Cassandra, vous pouvez indexer les valeurs des colonnes. On appelle ça le secondary index. Et ça va vous permettre de faire ce genre de requête. Alors là, c'est une requête qui est écrite en CQL, en Cassandra Query Language, qui est un peu la nouvelle façon de faire des requêtes dans Cassandra, et qui va être développée pas mal dans les prochaines versions. Alors comme ça va changer un petit peu, je m'attarde pas dessus.
Mais là, par exemple, une requête comme ça va vous ramener tous les users, toutes les raw keys des users qui ont une colonne qui s'appelle country et dont la valeur est fr. La pose d'un index secondaire n'implique pas, ça ne veut pas dire qu'on est obligé, quand on crée un user, de renseigner la colonne country. Ça veut juste dire que si la colonne country est renseignée, alors on va indexer sa valeur. En fait, ces secondary index, ils sont là pour vous faciliter la vie, mais vous pouvez très bien le faire manuellement dans Cassandra. Pour ça, il suffit de créer une autre colonne family que vous pourriez appeler, par exemple, les états, les utilisateurs par état, et remplir votre colonne family vous-même. La clé de la colonne family, la clé de la row, ce serait, par exemple, dans notre cas, fr, et à l'intérieur, vous auriez des colonnes dont le nom serait la clé de l'utilisateur. Mais à vous de maintenir tout ça. C'est ce que faisaient les gens avant que le secondary index soit introduit. Donc, quelle est l'implication sur la modélisation? Et c'est ce qui gêne souvent les gens qui viennent du monde relationnel. C'est que là, vous devez faire appel à votre don de prophétie. Il faut savoir à l'avance ce dont vous avez besoin. Hein, vous n'êtes pas là à vous dire, ah bah tiens, on va faire une requête compliquée, un join, ceci, cela. On a les données. Non, non, il faut savoir à l'avance. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rajouter des colonnes family à chaud, mais votre système derrière doit quand même les utiliser. Et celui-là, le système, vous ne pouvez peut-être pas le changer à chaud. Donc en fait, il faut vraiment juste penser ces données à l'avance. C'est en base de données, ce serait quoi, des materialized views ou ce genre de choses. Voilà. Donc on a terminé pour la partie, on va dire, query et data model. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Oui? Bon. Alors maintenant, je vous ai parlé de disponibilité. Pour faire un peu de disponibilité, là, il faut être capable de répliquer les données. Et on va voir un peu tout ça. Première chose, vous avez vu, tous les serveurs sont identiques. Donc on va se dire, mais où va-t-on stocker les données? Alors, on a deux postulats de base. Ça, c'est des choix de conception. Hein. Le premier, c'est qu'on veut que les données tiennent sur un seul serveur. C'est une contrainte technique. Une row, avec toutes ces colonnes, doit tenir sur un seul serveur. Ça peut poser des problèmes. Si vous avez, par exemple, 100 millions de colonnes, ça peut commencer à devenir problématique. Ça doit tenir sur un seul serveur. Ce que vous allez faire dans ce cas-là, c'est peut-être un peu de sharding. Votre row, vous allez la découper, par exemple, le row key, ça peut être une date. Par exemple, vous allez avoir les logs de la journée ou de la semaine temps, et du coup, il y aura juste une journée sur un seul serveur. Et puis, on veut que les rows soient répartis uniformément. Alors pour ça, on utilise une technique, en fait, Cassandra utilise une technique qui a déjà été, ce qui n'a pas été inventé par eux, qui s'appelle le consistent hashing. On va voir en quoi ça consiste. L'idée, c'est vous prenez en entrée sur la gauche une clé, la clé de votre row que vous voulez stocker. Vous allez lui appliquer une fonction de hachage qui va vous sortir une valeur comprise entre 0 et 2 puissance 127. D'accord ? Et cette fonction de hachage, elle vous garantit que, en gros, vous allez avoir une répartition uniforme du résultat. Le résultat, on appelle ça un token. Ça, c'est un mot de vocabulaire qu'il faut noter parce qu'on va en reparler. D'accord ? Donc le résultat de la fonction de hachage, c'est un token. Et si vous avez par exemple deux clés qui sont très proches, disons Toto 1 et Toto 2, le token ne sera pas forcément, les tokens ne seront pas forcément à côté. Il n'y a aucune raison qu'ils soient à côté en fait. Donc ça va vraiment être uniformément distribué entre ces 0 et 10 puissance 38 à peu près. Les risques de collision sont quand même ultra faibles. 10 puissance 38, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais il n'y a pas autant de grains de sable sur Terre, en gros. Hein. Donc je pense que la collision, je ne sais pas s'il y a déjà eu des collisions dans les systèmes Cassandra, à mon avis non. Il faudrait voir, ce serait intéressant de voir cette info.
En tout cas, tout est prévu pour, au cas où il y a une collision, il n'y a pas de souci. Donc, alors on représente ça sous forme de ring, d'accord? Parce que vous allez voir qu'on va boucler. Le mot important là-dedans, c'est le token. Donc ensuite, on a cette représentation d'anneaux. Et puis on se dit, bah alors comment placer nos valeurs? Bah, c'est simple. On se dit, on va imaginer que nos serveurs, bah, c'est des piquets. On plante des piquets sur notre anneau. C'est nos petits serveurs. On appelle ça des nœuds. C'est pour ça que j'ai mis N. Et puis on se dit, bah, donc à chaque serveur, en fait, on va attribuer un token, une valeur sur le même intervalle. Et cette valeur, on va faire en sorte qu'elle soit, que chaque token, on va dire, soit équitablement espacé. Donc la valeur d'un token, ça va être le numéro du serveur fois 2 puissance 127 divisé par le nombre de serveurs. Rien de compliqué. Et puis on se dit, c'est une convention, c'est le principe du consistent hashing, c'est quand on calcule le token d'une key, pardon, ce token se positionne sur notre anneau, et ben on va dire par convention que la row qui correspond à ce token sera stockée sur le serveur qui a un token immédiatement supérieur. C'est ce que je vais représenter là. On a le token B qui arrive là, il va être stocké sur le serveur N1. Okay. Et puis le token A qui arrive un peu plus loin, il va être stocké sur N6. Et si on avait eu un token entre N7 et N0, il aurait été stocké sur N0. Un autre élément de vocabulaire, c'est le token range. C'est l'intervalle qu'il y a entre deux serveurs. C'est hyper important ce point-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, pas trop. Alors on va voir ça après. Mais si, on verra, on peut répondre rapidement. Si on place un nœud entre N1 et N2, on va voir que l'intervalle, on va voir que le nouveau nœud va être responsable d'un intervalle plus petit. Et on verra comment Cassandra se débrouille pour se réattribuer, on va dire, ces token range. Qu'est-ce qui garantit de répartition à peu près uniforme des tokens? Alors c'est la fonction de hachage. Je ne suis pas rentré là-dedans, mais c'est la fonction de hachage. Ça, c'est des maths. Alors la question, c'était qu'est-ce qui garantit une répartition uniforme des tokens? Excusez-moi. Alors merci. Alors est-ce que ça veut dire que les données sont stockées sur un seul des nœuds? Donc merci pour cette question, ça me fait une belle transition. Donc ça c'est pour stocker la première réplique, d'accord, la première copie de la donnée. La question suivante, c'est où est-ce qu'on va placer ces données? Alors, je vais passer ça. Donc en fait ces données on va les copier sur les autres serveurs, d'accord. Et donc une copie, on appelle ça une réplica. J'introduis tout de suite le vocabulaire. Et le nombre de copies, on appelle ça le replication factor. D'accord? Donc si on a un replication factor de 3, ça veut dire qu'on va avoir 3 copies de la même donnée. La question maintenant, c'est où est-ce qu'on va placer ces copies? Il y a différentes stratégies de placement dans Cassandra. La stratégie de placement par défaut, elle s'appelle Simple Strategy. C'est de se dire on les place sur les nœuds qui ont un token immédiatement supérieur. Donc dans notre cas, si la première row donne un token qui tombe entre N0 et N1, bah la première réplica va être sur N1. Et par convention, on décide qu'on va copier une deuxième fois cette donnée sur N2 et une troisième fois sur N3, à condition d'avoir un replication factor de 3. Le replication factor, bah, il peut aller de 1 à le nombre de nœuds. On aurait pu prendre un replication factor de 8. Cassandra aurait copié la donnée sur tous les serveurs. À vous de choisir ce replication factor. Si vous mettez 8 là, ça veut dire que tous vos nœuds vont avoir les mêmes données. Ce qui est important de voir aussi sur ce schéma, c'est qu'en fait, aucun nœud avec un replication factor qui est inférieur au nombre de nœuds n'a toutes les données.
pouvez pas vous dire, ah bah tiens, voilà mon serveur, il a toutes les données. Non, les données sont vraiment réparties entre vos serveurs. Autre question? Est-ce qu'on peut modifier le replication factor à chaud? Oui, vous pouvez le modifier à chaud. Et dans ce cas-là, Cassandra va prendre ses dispositions pour soit recopier des données sur plus de nœuds. Par exemple, imaginons qu'on incrémente le replication factor de 1, on le passe à 4. Ce qui va se passer, c'est que N4 va aller demander sa part du gâteau, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'au niveau administration, on voit exactement ce qui se passe? Sur ce genre de cas, je ne sais pas trop, mais on pourrait effectivement imaginer. Il y a tout pour faire, pour avoir ce genre de console. Dire voilà, il y a des données qui sont en train de streamer de tel nœud à tel nœud, etc. Je ne sais pas si le produit commercial de DataStax propose ça, mais c'est le genre de truc qui pourrait proposer probablement. Il faut bien garder en tête cette histoire de token, d'où ça vient. C'est vraiment le résultat du hachage de la clé. Et ça sert uniquement à choisir le serveur sur lequel on place la donnée. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a un bon ratio entre le replication factor et le nombre de nœuds? Est-ce qu'il y a un bon ratio entre le replication factor et le nombre de nœuds? En fait, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a utilisé, 3 c'est un bon nombre, replication factor 3. Après, ça va dépendre en fait de ton data center en fait. Est-ce que tu as des machines qui sont dans des armoires distinctes, etc. Ce qu'on va chercher à faire, et on verra par la suite, c'est d'essayer d'être le plus résilient possible et donc d'avoir une donnée dans chaque armoire, par exemple. Parce que si l'armoire prend feu, on a encore, ou a une coupure de courant ou une coupure réseau, peut-être que l'armoire à côté sera encore up et pourra servir la donnée. Donc, ça va dépendre aussi de la topologie, oui, tout à fait. Par défaut, alors quel est le replication par défaut? La réponse est simple, c'est 1. Ouais. Donc, quand on fait, par exemple, j'avais mis un cluster de 2 machines, ça va rester directement à 1 et il va falloir modifier. Ouais. C'est à vous. C'est quand vous créez en fait votre key space que vous allez définir le replication factor. Voilà, il y a aussi une raison pourquoi on regroupe certaines colonnes family dans des key space, c'est pour partager cet élément de configuration qui est le replication factor. Une autre question. Si on met le feu au N1 par exemple, est-ce que pour respecter le replication factor 3, il va pousser sur le N4? Non. Alors si on met le feu à N1, est-ce que pour respecter le replication factor, il va pousser sur N4? La réponse est non. Si on met le feu à N1, le système va se rendre compte que N1 est down, va attendre qu'il revienne, ou alors un administrateur va remplacer N1, et puis voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Ou alors on verra, ce qu'on pourrait faire, je ne sais pas si on le verra, mais je peux te répondre, c'est on pourra dire, voilà, N1, il n'y aura plus de N1. Donc on va dire par exemple à N6, on va dire N6, N1 n'existe plus. Et N6 va propager l'info va se propager, et ce qui va se passer, c'est que N2 va devenir responsable de l'intervalle dont était responsable N1, d'accord? Et N4, du coup, va servir de troisième réplica. Voilà. Mais ça nécessite une intervention d'un administrateur. Beaucoup de très bonnes questions. Hein. Ah, pardon. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute à chaud un nœud? Alors on verra ça après. On a toute une partie vers la fin sur les opérations et ça se passe bien, vous verrez. Mais on en parle. Alors juste un petit slide pour vous dire que dans ce qui suit, je vais parler de clients. Alors les clients, en fait, j'avais fait une présentation et ça a perturbé les gens, cette notion de client. Un client, ça va être par exemple un serveur web, enfin votre appli web, si on est en Java, qui a des API pour contacter le cluster Cassandra. Alors il y a différentes API, alors c'est rigolo parce qu'elles ont des noms qui sont liés à la mythologie.
Il y a Hector qui est la plus connue et une des premières, qui est écrit en Java, qui est sur GitHub. Hector, c'était le grand frère de Cassandre. Il était très très fort. Il y a Astyanax qui a été créé par Netflix, qui est plus récent et qui, je crois, est peut-être plus simple à utiliser que Hector, mais ça reste assez indigeste. En fait, ces API, elles sont vraiment, elles sont pas sympas à utiliser en fait. C'est peut-être un frein à l'utilisation de Cassandra. Il n'y a rien d'extraordinaire, une fois qu'on a compris, c'est bon, on fonctionne par analogie, mais c'est pas très sympa. C'est pour ça que ils ont créé le Cassandra Query Language pour pouvoir évoluer de manière plus souple et simplifier la tâche des développeurs. Donc en fait, pour l'instant, Hector, Astyanax et tout ça, c'est basé sur... derrière, il y a du Thrift. En fait, je sais pas si... Thrift, c'est un protocole. Le principe, c'est qu'on va générer la couche réseau. Vous allez avoir un langage de définition. Je sais pas si vous vous rappelez de Corba. Il y avait l'IDL dans Corba. C'est le même principe. Vous écrivez vos services et puis ça génère le code côté client et côté serveur. Du coup, l'équipe Cassandra ne développe pas spécialement cette partie. Voilà.